Bon, bien, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire co-organisé par l'Institut de l'énergie Trottier et la chaire UQAM sur la transition écologique. On est ici pour discuter des options et des opportunités et des enjeux que soulèvent des projets de production d'énergie éolienne et solaire. À partir d'un cas, un cas concret, qui est le cas TES Canada, qui veut implanter en Mauricie un parc éolien et solaire avec un potentiel de production d'à peu près 1000 MW pour produire de l'hydrogène vert et du gaz naturel synthétique. La réglementation de ce projet est très différente de ce qu'on a connu à date en termes de développement éolien. C'est un projet qu'on dit de type privé, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui se fait dans le cadre des appels d'offres d'Hydro-Québec. Alors, on a réuni des experts qui vont éclairer de manière complémentaire les enjeux que soulève ce projet, en particulier pour outiller les acteurs municipaux qui sont confrontés à ce projet. Et donc, on va présenter des outils, des analyses utiles pour ces intervenants, ces acteurs municipaux, mais autres aussi, en fait, les personnes de la région qui sont, et de d'autres régions qui seraient confrontées éventuellement à des projets similaires. Alors, l'ordre de présentation sera la suivante. Une première présentation par Joanne Whitmore, qui est chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie de DHEC à Montréal. Elle a 20 ans d'expérience en analyse de la performance de mesures à mettre en œuvre pour réaliser la transition énergétique et la décarbonation des économies. Elle sera suivie par Louis Beaumier, diplômé de Polytechnique Montréal, qui a travaillé dans le secteur privé pendant près de 20 ans avant de se joindre à l'Institut de l'énergie Trottier, peu de temps après sa création, pour participer à l'expansion du volet dialogue sociétal de la mission de l'Institut de l'énergie Trottier. Et par la suite, on va entendre Christophe Krolik, professeur de droit des ressources naturelles et de l'énergie à l'Université Laval, suivi de Mme Julie Reid-Forget, qui est entrepreneure, chroniqueuse et experte de la conciliation territoriale. Elle est présidente de Terre publique Conseil, une entreprise qui accompagne les municipalités à pleinement prendre part au développement et à la protection de leur territoire dans une perspective d'équilibre entre la prospérité communautaire et la capacité des écosystèmes. Elle a travaillé, en fait, antérieurement, elle était vice-présidente du Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Finalement, le panel, la dernière présentation sera de Cynthia Morinville, professeure au département de sciences de l'environnement de l'UQTR et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique de la transition énergétique. Alors voilà, sur ce, chaque participant, participante, panéliste. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, Cynthia vient de me signaler qu'elle va présenter avant Mme Julie Reid-Forget. Donc, voilà. Alors, on commence par Joanne Whitmore, à peu près 10 minutes de présentation. Joanne, la table est à toi. Oui, merci. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez la présentation? Okay. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour assister, en fait. Aussi, je salue, je sais qu'il y a des gens du MEIA puis potentiellement de Test Canada qui sont avec nous. Donc, très heureuse de pouvoir présenter un petit peu les éléments de notre étude qu'on a fait il y a quelques mois. Dans le fond, le but de mon étude, ça va être pas tant que ce que vont présenter mes collègues par après, qui est vraiment par rapport à tout le processus d'acceptabilité sociale ou l'aspect juridique qui entoure des projets de réglementation. Moi, c'est vraiment tout par rapport à la transparence des données, l'importance de la transparence des données pour comprendre les projets puis l'acceptabilité de certains projets d'hydrogène ou éolien dans le mérite, si on veut, pour décarboner. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui veulent aller de l'avant du secteur industriel. Il y a beaucoup de demandes pour les blocs. Il y a beaucoup de projets qui aimeraient faire de l'autoproduction. Donc, il faut vraiment s'assurer que quand le gouvernement décide d'accorder une autorisation au projet, qu'on peut vraiment évaluer la performance de ces projets-là. Donc, sans rentrer en trop de détails, on utilise le projet de Test Canada, comme expliquait Eric, parce qu'il y a une particularité, c'est-à-dire que c'est un projet qui va avoir tout un volet d'éolien, mais aussi dans le but essentiellement de produire de l'hydrogène. Donc, on est en train de transformer notre électricité en hydrogène, puis éventuellement aussi en gaz synthétique. Donc, c'est une forme de gaz naturel qu'on fait autrement qu'on fait jusqu'à maintenant.
Et donc, il y a une importance de comprendre ça. C'est aussi pour le mettre en contexte, on fait ça parce que ben, il y a Énergir et les distributeurs de gaz qui doivent atteindre une cible d'ici 2030 de 30%, de 10% pardon, de gaz dans leur réseau de sources renouvelables d'ici 2030. On a la stratégie québécoise en 2020 qui est sortie. En novembre, on a eu le plan d'action d'Hydro-Québec, dont Louis, je pense, va parler un peu plus, mais qui disait qu'il va falloir qu'on ait jusqu'à 9000 mégawatts ou plus de nouvelles capacités pour atteindre les objectifs du plan d'action d'Hydro-Québec pour la transition. Puis après ça, dès le 10 novembre, on a eu le gouvernement là, qui a annoncé, qui a confirmé l'octroi de 950 mégawatts d'électricité pour 11 projets de nouveaux projets industriels, dont 150 mégawatts, c'était pour Test Canada. Puis Test Canada a fait son annonce à ce moment-là de son projet qui disait que ça allait être un projet essentiel pour la décarbonation du Québec. Donc, par contre, il n'y avait pas avancé de données ou de scénarios pour démontrer comment que ça allait être essentiel. Eux, ils proposent qu'on va avoir, il va pouvoir livrer 800 000 tonnes de réduction. Donc, à ce moment-là, moi puis un collègue, Paul Martin, on fait tous les deux partie du Hydrogen Science Coalition. C'est un regroupement d'universitaires, de chercheurs indépendants, d'ingénieurs qui cherchent à pouvoir mettre des données probantes en ce qui concerne les projets d'hydrogène dans les politiques pour la décarbonation d'économie. Donc, on a voulu comprendre c'était quoi l'efficacité, le coût de ce gaz synthétique qui est fait à partir d'électricité puis d'hydrogène vert. C'est là qu'on a dit qu'il y avait peut-être besoin plus de transparence parce que nous, ce que ça montrait, c'est un peu inquiétant. Et à ce moment-là, on a sorti l'étude là, que plusieurs semblent avoir consultée depuis au mois d'avril, qui mettait essentiellement les données qu'on a utilisées pour les valeurs qu'on avait mises dans notre lettre là, qui avait été publiée. C'était par transparence qu'on a fait ça. Donc là, on est rendu aujourd'hui en avril-mai où on a, à la suite de plusieurs consultations que TESS a fait, il a maintenant recueilli des centaines de contrats d'hébergement d'éoliens qui sont signés pour pouvoir déployer les éoliens. Il y a quand même certaines contestations, mais on voit que d'après les appels de DMRC, là, dont Mekinac et Chenot, il y aurait un manque au niveau de l'accompagnement de ces municipalités-là. Fait que les MRC ont même demandé aux ministres, à leurs élus, tant fédéral que provincial, d'être accompagnés parce que c'est un gros projet qui débarque chez vous. Tu n'as jamais fait ça, puis là, soudainement, il faut que tu essaies de composer avec ça. Puis la réponse, malheureusement, qu'ils ont eue, c'est que ben, c'est un projet privé, donc ce n'est pas leur responsabilité. C'est Test Canada qui est responsable de ça. Puis de toute façon, il va y avoir un BAP, puis une commission pour la protection du territoire agricole. Donc, c'est correct, on n'a pas besoin de se mettre ça. Fait qu'il y a comme quand même un gros vide administratif par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec pour accompagner les municipalités. Puis je pense que c'est un peu ça le but de notre webinaire pour donner un peu d'outils, comme expliquait Éric, pour ça. Puis par rapport à Hydro-Québec, ben, ils ne se sont pas prononcés sur le projet de Test Canada, donc on ne sait pas trop. Puis là, ce qui reste à venir, c'est le projet de loi éventuellement de la réforme de la réglementation de l'énergie, puis aussi, ben, on va voir s'il va y avoir des définitions pour l'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, juste pour, je ne vais pas tout rentrer dans le détail, sans doute plusieurs de vous avez déjà vu ce fameux schéma que j'ai décortiqué, que présente souvent Test Canada dans ses consultations. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le projet a en fait deux volets. Tu as le volet que j'appelle d'électricité, donc la production de 1000 mégawatts en autoproduction d'éolien puis de solaire, puis après, tu as le bloc de 150 mégawatts. Tout le reste, c'est le volet 2 pour la production d'hydrogène et de ses dérivés, où il y a beaucoup plus d'incertitudes. Dans le volet 1, ils ont déjà toutes semblerait, des contrats d'hébergement signés pour au moins 180 éoliennes. Mais pour le volet 2, pour atteindre tes 800 000 tonnes pardon, de réduction, il n'y a pas encore, à part d'entente, genre une entente avec Énergir, mais pas signée, pour l'injection dans le réseau d'Énergir. Mais pour vraiment que ça prenne tout son sens, il faut que ça l'ait des utilisateurs finaux, c'est-à-dire que le E-gaz, le gaz synthétique, doit être consommé dans des aciéries, des alumineries ou le secteur de chimie, comme disait en fait Test Canada dans ses communications. Puis il parlait aussi dans des communications jusqu'à 2000 camions de transport lourd qui seraient, eux, ça serait juste de l'hydrogène. Mais pour l'instant, on n'a pas vu d'entente signée, on n'a pas vu des entreprises qui en sont sorties puis qui ont dit oui, nous autres, on veut avoir ce gaz-là ou on veut avoir cet hydrogène-là. Donc ça, c'est encore quelque chose là, qui reste à finaliser. Mais on voit qu'il y a vraiment deux volets.
Fait que ce qui est important, c'est que les projets d'hydrogène, il y en a plusieurs qui sont en train de se faire offrir au Québec, mais il y a des critères que le gouvernement a mis de l'avant, dont les quatre, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit de la production d'hydrogène vert, il faut qu'il y ait une démonstration que la production va être utilisée, c'est-à-dire l'hydrogène et ses dérivés. Fait que le gaz synthétique, c'est un dérivé de l'hydrogène. Ça doit être utilisé dans des secteurs prioritaires, dont le transport lourd, l'industrie et le stockage. Mais ce qui est aussi dit dedans les critères, c'est que l'injection d'hydrogène dans le réseau gazier n'est pas un secteur prioritaire. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui était clairement émis dans les critères originaux. Puis après ça, ça doit aussi, les soumissionnaires ou entre les compagnies qui veulent produire de l'hydrogène doivent démontrer que la majorité de l'hydrogène ou ses dérivés doit être consommé au Québec. L'enjeu, c'est que la démonstration de Test Canada, pour que ça garantit que la production d'hydrogène et ses dérivés soit consommée par l'industrie, comme j'expliquais, il faut qu'il y ait des contrats d'achat, il faut qu'il y ait des annonces publiques. Puis pour l'instant, on n'en a pas vu. Fait que tant que ça, c'est pas réglé, tout comme, par exemple, si TES n'avait pas des signatures par des propriétaires de terrain pour l'hébergement d'éoliens, ça ne pourrait pas marcher. Mais c'est la même chose pour la finalité. Il n'y a pas de garantie qu'on va avoir le 800 000 tonnes pour les secteurs prioritaires qu'a mentionné le MEIA s'il n'y a pas de contrat d'achat. Puis, c'est important de comprendre que selon les données d'énergie déposées à la Régie, depuis en 2022 puis 2023, les volumes de consommation volontaire de gaz naturel de sources renouvelables, ils ont chuté de 50 %. Donc, c'est vraiment encore plus important que des projets d'hydrogène. En plus, s'il convertit en gaz naturel, synthétique, et des industriels qui disent, nous, on trouve que c'est quelque chose qui est important, qu'on veut valoriser. Il faut avoir des signatures. Puis pour l'instant, les critères du MEIA, c'est pas clair dans quelle mesure ils sont juridiquement contraignants. C'est pas dans un projet de loi, c'est pas dedans un règlement légal. Fait qu'on sait même pas c'est quoi les recours si jamais les entreprises qui se sont engagées à ces critères-là finissent par changer à travers le temps. Puis juste pour vous dire, je suis allée vérifier récemment, puis les critères sont même plus en ligne. Donc, je ne sais pas où le gouvernement les a mis, mais ils ont été retirés de leur site web depuis la sortie de mon rapport. C'est celui que j'ai fait avec mon collègue au Hydrogen Science Coalition. Donc, ce rapport, ce qu'on voulait voir, c'est essayer de comprendre, est-ce que la conversion de notre électricité en hydrogène vert et ensuite en gaz naturel synthétique, c'est la meilleure utilisation de l'électricité pour décarboner l'économie? Ce qui est important de comprendre, c'est que l'étude, c'est pas une analyse de rentabilité du projet de Test Canada. Là. Il y a beaucoup de journalistes, même le ministre, des gens, des partis de l'opposition, peut-être même les gens du projet de Test Canada qui ont dit qu'on regardait la rentabilité du projet. On n'a jamais fait ça. On n'est pas non plus une analyse vers une éventuelle privatisation d'Hydro-Québec. On ne regarde pas du tout ça. Puis c'est pas non plus une étude qui regarde une étude qui est contre les projets privés d'éolien ou la participation privée dans des projets de production d'énergie. On n'est pas du tout contre ça. Mais c'est ce qu'on voulait regarder, c'est l'efficacité puis combien ça va coûter. Parce qu'à la fin, il faut que quelqu'un consomme ce gaz-là. C'est ça qui va permettre la décarbonation. Fait que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les pertes énergétiques globales, dépendant des utilisations finales qu'on fait, pourraient être très élevées. On pourrait aller avoir des pertes jusqu'à 70 %. C'est-à-dire toute l'électricité que tu as produite au début, tu pourrais être en train de perdre 70 % selon l'utilisation finale que tu en fais. Donc, c'est pas juste la production d'hydrogène qui compte ou de gaz, c'est aussi toute la chaîne de valeur qui est important de comprendre pour l'efficacité. Puis après, ce qu'on voit, c'est que ça serait extrêmement coûteux. Ça pourrait coûter entre 40 et 90 $. Puis on sait qu'aujourd'hui, le gaz conventionnel, c'est à peu près 3 à 7 $, mais aussi le gaz naturel de sources renouvelables faites à partir de matières résiduelles, par exemple agricoles ou dans les sites d'enfouissement, etc. Ça, c'est à peu près 25 $. Donc, 40 à 90 $, c'est très, très cher pour des utilisateurs finaux, surtout dans le secteur industriel. Donc, le volet 2 il est inefficace, il est coûteux pour décarboner l'économie du Québec. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir plus d'études pour pouvoir faire une comparaison de ce que nous, on a fait, puis peut-être justement voir s'il y a des opportunités pour améliorer le procédure. Mais ce qui est clair, c'est que l'hydrogène va en falloir, mais il faut l'utiliser extrêmement stratégiquement. Pour l'instant, on a déjà une stratégie du gouvernement. Ce que vous voyez à droite, c'est un graphique dans
le site, le rapport du gouvernement qui montre c'est quoi, en fait, les priorités. Puis ça serait, en fait, d'aller décarboner l'utilisation d'hydrogène qu'on fait déjà au Québec, ce que ce projet-là n'est pas en train de proposer. Donc, il faudrait s'en tenir à ça. Là, ici, je ne montrais plus je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qu'est-ce qui arriverait, en fait, c'est plus probable là, que le projet va peut-être pas livrer 2000 camions. Nous, on a même fait une étude qui montre que le marché n'est pas mature. Il faut encore tout construire les infrastructures pour ravitaillement de l'hydrogène dans le secteur camion. On va peut-être 5-10 camions pour un projet pilote. Puis ce qui est plus probable, c'est que le e-gaz va aller dans toutes les différents utilisations finales, dont le chauffage, que justement ici, si on voit dans le coin en bas à gauche, c'est ce qu'il y a de moins prioritaire en fait pour l'hydrogène. Fait que là, si ça se retrouve dans le chauffage, on a déjà des thermopompes, une utilisation directe de l'électricité. On n'a pas besoin d'avoir de gaz, de e-gaz pour décarboner le bâtiment. Il y a des procédés beaucoup plus efficaces. Si ça se retrouve aussi dans le transport, c'est pas efficace. Donc, il faut vraiment que les procédés industriels soient ciblés puis qu'il y ait des ententes de signer. Sinon, ça s'en va partout. Puis on est tous bien à ce moment-là de juste faire de l'électricité puis trouver une façon directe de l'utiliser. La conclusion, c'est qu'il y a en fait du mérite pour le volet 1, étant donné toutes les problèmes ou les incertitudes, disons ça comme ça, du volet 2. Donc, le volet 1, il y aurait possibilité de faire ça, mais à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas passer à travers un appel d'offres d'Hydro-Québec plutôt que de passer à travers Test Canada? Puis quand on regarde, en fait, on compare Test Canada avec les appels d'offres d'Hydro-Québec, on voit que la structure de compensation est semblable, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont donner par éolienne ou mégawatt pour les municipalités, ça se peut que ça soit semblable. La différence, c'est par rapport à l'acceptabilité sociale. En fait, l'acceptabilité sociale ne s'achète pas dans le contexte des appels d'offres, elle se mérite. Pourquoi? Parce que, dans le fond, la transparence est déjà d'emblée énoncée, c'est-à-dire que tous les critères d'évaluation des appels d'offres d'Hydro-Québec, c'est déposé à la régie. Fait que quand tu t'engages comme soumissionnaire, c'est déjà qu'est-ce qu'il faut que tu rencontres. Il y a déjà plus de concurrence. Donc, tous les soumissionnaires qui sont intéressés à participer à un projet d'appel d'offres, ben, ils vont soumissionner selon la pondération. Donc, ils doivent se compétitionner pour avoir les meilleurs pointages pour l'acceptabilité sociale, entre autres. Après ça, on voit que pour l'acceptabilité sociale, les soumissionnaires doivent aussi inclure une copie certifiée d'une résolution du milieu local. Donc, il faut qu'ils aient voté les municipalités pour dire oui, on veut ce projet-là chez nous, ce qui n'est pas le cas présentement avec TES Canada. Ensuite, on a des partenariats où on a des actionnaires, c'est-à-dire que les municipalités et les Premières Nations peuvent être des actionnaires puis partager les bénéfices nets des ventes d'électricité, ce qui serait pour l'instant, à ma compréhension, pas le cas avec Hydro-Québec. On peut juste, comme à titre d'exemple, le projet de Lobotinière où la municipalité de Lobinière, pardon, sont actionnaires à 45 puis il y en a un autre, c'est le parc d'éolien Pierre de Sorel. Eux c'est 100 qui sont actionnaires. Après, juste la gouvernance, par exemple, ben, comme actionnaire, tu peux participer dans le processus décisionnel. Tu as le droit de choisir de pouvoir décider avec l'entreprise privée comment va évoluer le projet. Les compensations sont indexées à l'inflation, il existe des contenus québécois. Donc, il y a toutes sortes de trucs qui sont... Oups, excuse-moi. Je vais juste aller à la dernière slide. Donc, finalement, ma conclusion, désolée que c'était plus long que prévu, c'est... Oups, c'est que il y a besoin, ce qui est clair, c'est qu'il faut découper le projet en deux volets quand on le parle dans le contexte du BAP. Tu as le volet 1 qui a un mérite, je pense, c'est l'électricité, puis ça, ben, c'est clair, il y a déjà des signatures et tout ça. Mais le volet 2, il y a beaucoup d'incertitudes, puis on voit que c'est coûteux, puis pas nécessairement efficace pour la décarbonation. Quand on le compare avec d'autres options, pour atteindre justement les 800 000 tonnes, il va falloir qu'il y ait des acheteurs industriels qui ont signé des contrats d'achat. Il faut qu'il y ait une démonstration, au même titre que le volet 1, qu'il y a des signatures pour ça, pas juste des ententes avec Énergir, mais aussi les industries prioritaires selon les critères, selon les priorités du gouvernement. Puis après ça, il faut avoir des analyses comparatives pour le volet 2. Pour l'instant, il y a d'autres projets comme H2V qui veulent aussi faire la production d'hydrogène puis de gaz à partir de biomasse à Bécancour. Donc, eux, il n'y aurait pas d'électricité en amont, d'éoliennes, c'est-à-dire, mais je veux dire, est-ce que ça, c'est mieux? On ne sait pas, il y a toutes sortes de projets. Eux aussi veulent un bloc de 125 mégawatts, par exemple. Puis après ça, il faudrait des options pour voir ben, le 150 mégawatts, si on le donne directement à ton acérie, par exemple, plutôt que de faire tout un processus de gaz qui va être inefficace pour te rendre une acérie
qui fabriquent déjà l'hydrogène, peut-être que ça serait plus efficace. Fait que c'est le genre d'analyse qu'il faut faire. C'est important de se rappeler que la transition, c'est pas juste une question de passer d'une énergie à l'autre, mais comment est-ce qu'on consomme plus efficacement l'énergie. C'est pour ça que l'étude qu'on a faite est importante. Puis ça montre aussi que la transparence et l'accès des données, c'est ce qui va assurer la crédibilité puis l'acceptabilité des projets. Puis enfin, donc pour cette raison-là, c'est important de comprendre la dynamique des projets. Monsieur Fitzgibbon disait, c'est pas nécessaire de faire ça, c'est un projet magique, etc. Non, c'est pas de la magie qu'on veut. On veut avoir des données pour s'assurer que ça marche. Et en montrant les données, ben, c'est là qu'on peut avoir toute une compréhension commune du projet. Puis à fin de compte, enfin, c'est que les projets privés ou publics faut qu'il y ait le même standard de transparence. Ce n'est pas un ou l'autre. Là. Donc, moi, même si ce projet-là, test était public, j'aurais fait la même analyse. Donc, c'est pas à cause que c'est un projet privé. Donc, il faut absolument voir ça. Puis finalement, ce que mes collègues vont parler, puis je suis désolée que j'ai pris plus de temps, c'est que le gouvernement a le devoir d'accompagner les municipalités, pas juste les entreprises privées qui veulent développer des projets énergétiques. Merci. Merci beaucoup, Joanne. En même temps, c'était exigeant parce que tu avais un peu à présenter tout le contexte, donc je comprends que ça prend peut-être un peu plus de temps. On va d'ailleurs, avant de passer la parole à Louis Broumier, juste vous rappeler que à la suite des présentations, on va avoir une période de discussion, questions-réponses. Il y a déjà un onglet questions et réponses dans le Zoom et vous pouvez donc commencer à placer des questions et pour préparer la discussion qui va suivre. Là, à partir d'une heure, normalement, on a une bonne demi-heure de discussion, quoique là, on a peut-être déjà grugé un petit 5 minutes, là, mais bon, on trouvera le moyen de compenser. Donc, à partir d'une heure et 5, une heure et 10, on va être en discussion collective sur ces gens-là. Vous allez pouvoir poser des questions panélistes. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Louis. Alors, Louis Baumier, le plancher est à toi pour Merci. 10 minutes, on espère. Merci. Merci, Eric. Merci, Joanne, pour cette introduction. Je vais revenir quand même sur certains points que Joanne a mentionnés. Bon, premièrement, pour dire que nous, à l'Institut de l'énergie Trottier, institut indépendant sans aucun lien avec le secteur de l'énergie, ce qui nous donne une certaine latitude quant aux prises de parole qu'on peut prendre, basé à Polytechnique Montréal, école d'ingénierie. Donc, je vais tenter de rester sur des éléments les plus neutres possibles. Bon, donc, nous, on fait des exercices de modélisation technico-économique, différents scénarios qui nous amènent vers la carboneutralité pour voir comment doit-on transformer le système énergétique au Québec et au Canada si on veut atteindre la carboneutralité. On se l'a dit sans aucun jugement et sans aucun jugement quant à la quantité d'énergie qu'on consommera. On regarde les prévisions de croissance démographique et autres facteurs macroéconomiques, là. Alors la question ici, c'est pas de porter un jugement, c'est de voir comment transformerions-nous le système énergétique pour y arriver. Ici, sur la gauche, vous voyez ce diagramme tiré d'un récent exercice là, que vous pouvez trouver en ligne à l'adresse suivante. La bonne nouvelle qu'on voit ici, en fait, c'est que nos prévisions quant à l'augmentation de la consommation d'électricité est plutôt alignée sur ce que Hydro-Québec a mis dans son plan d'action 2035. Autre truc intéressant à voir, c'est que nous, on voit qu'il y aurait de l'hydrogène qui apparaîtrait éventuellement, mais beaucoup plus tard, disons à l'aube de 2050, parce qu'il n'y a pas, effectivement, dans certains secteurs, pour l'instant, on ne trouve pas de technologie pour faire autrement. Donc maintenant, sachant qu'on est à peu près aligné sur ce qu'Hydro-Québec dit, on peut dire que c'est la bonne nouvelle. On voit quelle est l'ampleur du défi si on veut vraiment décarboner. Ben, on peut voir que dans le plan d'Hydro-Québec, qu'est-ce que ça se traduit comment dans leur plan? Ben, ça se traduit par effectivement, Joanne le mentionnait, là, il faut ajouter peut-être 9000 mégawatts de puissance. Mais notamment, cette puissance doit servir justement pour des ajouts de puissance, pour servir la pointe de puissance réelle là, qui se produit juste quelques heures dans l'année, dans notre cas au Québec, là. Et ben pour le cas de l'éolien, on voit que ça serait jusqu'à peut-être 1700 mégawatts de puissance additionnelle réservée ou qui contribuerait à cet appel de puissance et peut-être jusqu'à 1000 mégawatts pour ce qui est du solaire, du stockage et autres moyens un peu plus alternatifs ou secondaires, je dirais. Et ce qu'Hydro-Québec reconnaît, ou en fait l'intention d'Hydro-Québec, c'est de réserver 75 de cette production additionnelle d'électricité pour la décarbonation de l'économie et 25 pour la croissance économique. Bon, déjà, c'est un peu étrange qu'on sépare les deux concepts, là. Je pense que ce qu'on veut dire ici, c'est que 75 de cette électricité nouvelle servirait à décarboner les industries qui sont présentement en opération au Québec, là. Et donc, une partie de ça irait pour la décarbonation du transport et du chauffage dans les bâtiments et aussi pour la décarbonation des industries, donc de certains procédés industriels. Fait que déjà, on peut voir que si on cherche à électrifier le transport et le chauffage dans le bâtiment, ben, on ne parle pas d'utiliser de gaz naturel
tout renouvelable soit-il. L'autre enjeu qu'on voit de notre point de vue, c'est qu'en fait, il y a comme une espèce d'incompatibilité entre la vision qu'a Hydro-Québec, là, qui est, disons, le gros joueur dans la transformation, dans l'énergie au Québec et qui devrait être un peu le fer de lance de la décarbonation de notre économie, là. Il y a comme une incompatibilité entre ces volontés, cette volonté de décarboner et ce qu'on voit que le gouvernement met de l'avant comme projet ou veut appuyer comme projet. Alors, pourtant, Hydro-Québec semble être assez clair dans ses priorités, là, c'est-à-dire, bon, considérer que l'électricité, c'est une ressource importante, mieux la consommer, surtout qu'elle réponde et qu'elle contribue à soutenir les ambitions du Québec, mais aussi l'atteinte des objectifs de décarbonation. Et il serait quand même intéressant, important de se rappeler que de l'aveu même du gouvernement qui a voté cette cible de 37,5 % de réduction des émissions de GES, les plans et mesures mises en place par le gouvernement, s'ils fonctionnent tels que le gouvernement l'espère, ne permettraient d'atteindre que 60 % de la cible de réduction. Mais parallèlement à ça, en même temps, l'année dernière, sur les 1000 mégawatts de puissance qu'Hydro-Québec pouvait rendre disponibles à de nouvelles industries, sur les 1000, on en a consacré quand même un peu plus du quart à des projets de production d'hydrogène. Et comme Joanne l'expliquait, le dit avant moi, le coût du gaz naturel qu'on pourrait produire avec cet hydrogène vert est d'un facteur 10 plus grand que celui du gaz naturel renouvelable, mais même d'un facteur 3 et 3 à 4 de ce qu'on peut produire du coût d'acquisition des autres formes de gaz naturel renouvelable. Ce qui est un peu triste dans tout ça, c'est de voir il nous reste encore, puis on le voyait dans nos exercices de modélisation, le graphique que j'ai présenté plus tôt, il reste encore beaucoup de décarbonation possible par de l'électrification directe. C'est beaucoup plus efficace en termes énergétiques et même en termes de coûts, puisqu'on voit qu'on a électrifié beaucoup plus. On a commencé à électrifier, on va augmenter la production, on voit la production d'électricité augmenter dans nos scénarios bien avant l'apparition de solutions qui utilisent de l'hydrogène, pour la simple et bonne raison que ce sont des solutions moins coûteuses et plus facilement déployables aussi. Et j'aimerais maintenant revenir sur certaines affirmations qu'on entend depuis que ce projet a été annoncé, que je qualifierais de quand même discutables. Et il y en a deux qui viennent directement de ce qu'on voit dans le matériel promotionnel du projet Mauricie de TES Canada. Premièrement, qu'on dit que l'hydrogène vert est essentiel pour décarboner le transport lourd, là. Bon, ici, puisqu'on dit essentiel, on dit qu'on ne pourrait pas faire autrement, ben, on doit quand même reconnaître que cette affirmation-là n'est pas vraie, puisqu'il existe d'autres technologies, notamment l'utilisation de l'électrification des grands axes routiers, là, et comme on voit des tramways, par exemple, là, qui utilisent un caténaire. Puis je vous invite à aller voir l'étude qui a été coécrite par Joanne Whitmore, justement, disponible sur leur site. Ben oui, c'est une solution tout aussi envisageable, probablement même potentiellement plus économique même. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas encore de technologie qui domine. C'est pas comme dans la voiture électrique où on sait, voilà, c'est par les batteries. Dans le transport là, on ne sait pas ce qui domine, ce qui va emporter ce que la solution qui sera retenue. Puis il faut se rappeler qu'on ne peut pas non plus choisir cette solution-là sans voir ce que le reste du continent va faire, puisque le transport lourd, on parle de longue distance et il faut que ça soit compatible avec ce qui se fait ailleurs. Deuxième affirmation un peu discutable, c'est la question de dire que l'hydrogène vert est essentiel pour décarboner les procédés industriels. On dirait que c'est faux dans la mesure où si on utilise cet hydrogène vert-là pour refaire un carburant comme du e-gas là, ou du gaz naturel de synthèse ou qui utilise l'électricité, c'est pas exactement vrai dans le sens où on pourrait produire, si on veut continuer à brûler une substance pour produire la chaleur nécessaire dans l'industrie, ben, on peut le faire sans utiliser de l'hydrogène. À notre avis, c'est peut-être même beaucoup plus efficace de brûler directement de la biomasse que de passer à travers ces procédés qui, on le voit, sont pas non plus tellement efficaces. Là, on utilise l'électricité de façon pas tellement optimale. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt vrai cette affirmation on aura besoin d'hydrogène vert pour décarboner les procédés industriels. Ben, c'est dans le cas où on a des procédés qui utilisent l'hydrogène comme intrant là, au procédé, là. Donc, si l'hydrogène fait partie de la recette, parce qu'actuellement, effectivement, produire l'hydrogène, on le fait dans presque la totalité des cas en brisant une molécule de méthane, ce qui libère énormément de CO2. Donc, à moins qu'on trouve une solution pour faire la capture-séquestration du CO2 qui rivaliserait en prix, en coût avec la production d'hydrogène vert, mais très probablement qu'on aura besoin de cet hydrogène vert-là pour décarboner ces procédés. Cela dit,
ça serait beaucoup plus efficace de produire l'hydrogène directement sur le site de consommation de cet hydrogène-là, parce que donc d'installer l'électrolyseur, là, ce que TES Canada veut construire, on serait mieux de le mettre directement sur les sites, parce qu'à ce moment-là, ça sera beaucoup plus, on sauvera toute l'étape du transport, ce qui s'avère coûteux et complexe. Donc, je dirais ce qu'on voit ici, c'est qu'on tend à confondre décarboner la production d'hydrogène et l'hydrogène comme vecteur de la décarbonation. À notre avis, oui, l'hydrogène, on doit décarboner la production de l'hydrogène. Ça doit faire partie ça fait partie des grands chantiers qu'on doit mettre en place là, si on veut atteindre la carboneutralité, mais il ne faut pas voir l'hydrogène comme une façon de décarboner notre économie en l'utilisant pour faire du gaz, pour du chauffage ou même pour de l'hydrogène qui serait le carburant des camions si on en allait vers cette solution-là. Je reviendrai aussi sur une dernière affirmation qui m'apparaît discutable, c'est celle de dire que Hydro-Québec n'y arrivera pas sans le privé. Bon, on peut dire que c'est vrai en partie actuellement quand on fait des projets d'éolien, c'est confié au privé, et c'est même des parcs opérés par le privé. À la différence qu'Hydro-Québec reste quand même impliqué dans les appels à projets. Donc, ça nous permet non seulement d'avoir un peu mieux planifier le déploiement des nouvelles capacités éoliennes, mais aussi on a une prévisibilité quant au coût d'acquisition de cette électricité-là. Et encore là, comme Joanne le disait, dans la plupart des cas, on va permettre une participation des communautés locales dans ces grands projets-là. Là où le projet TESS va un peu plus loin, c'est que ben, non seulement il va y avoir une forme de verrou géographique, parce qu'on va dicter où est-ce qu'on met ces nouvelles capacités éoliennes-là. Ce n'est pas nécessairement là où est-ce qu'Hydro-Québec les déploierait de façon efficace en coût et en façon de répondre aux besoins. Et aussi l'enjeu que là, ben, pendant qu'on va construire des éoliennes pour TES, on ne les construira pas pour Hydro-Québec. Et sachant qu'il y a une capacité limitée à construire ces nouvelles infrastructures-là, est-ce qu'on ne risque pas de retarder d'autres projets? Et l'élément encore plus dramatique dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas à quel coût on aura accès à cette électricité-là. Parce que devenant le cas où la production d'hydrogène, ça ne se concrétise pas et que les éoliennes sont construites, ben, il faut sérieusement envisager que ces éoliennes-là, Hydro-Québec cherchera à acheter l'électricité de ces éoliennes-là, mais on n'a aucune espèce d'idée du coût d'acquisition de cette capacité, de cette nouvelle puissante énergie-là. Et ça c'est aussi, ça rend la chose très problématique. Idéalement, ça serait Hydro-Québec qui serait le maître d'œuvre de tout ça, et on consulterait davantage les communautés. Et à mon avis, peu importe le modèle, là, que ce soit Hydro-Québec ou même TES Canada, il y a quand même un enjeu avec certain manque de considération pour les communautés locales. Et il y a d'autres conférencières que moi, beaucoup plus aptes à vous donner les détails de ce côté-là, mais à notre avis, ça fait aussi partie du problème de ne pas consulter les communautés locales. Je vous remercie. Si vous voulez nous contacter ou me contacter, n'hésitez pas. On rendra tout ça disponible dans les heures qui suivront le webinaire. Merci. Merci beaucoup, Louis. Alors, sur ce, je passe tout de suite la parole à Christophe. Alors, Christophe, l'écran est à toi. Ouais, merci. Juste Louis, peut-être déconnecter, voilà, ton écran. Comme ça, moi, je vous partage également mon PowerPoint que vous voyez apparaître à l'écran. Voilà, je vous remercie. Donc, effectivement, on a parlé d'acceptabilité sociale. Ben, si vous avez le goût de comprendre ce qu'est l'acceptabilité sociale, de connaître aussi comment la législation peut contribuer à l'acceptabilité sociale et ses limites, ainsi que le rôle des ententes, ben, vous êtes à la bonne place. L'acceptabilité sociale, il n'y a pas de définition légale, mais ce qu'on sait, c'est que c'est le résultat d'une opinion collective et bien qu'elle se construit notamment sur les actions qui sont mises en place par un promoteur pour adapter son projet aux aspirations de la communauté et de répondre à ses craintes. Et cette acceptabilité sociale, eh bien, elle varie selon le milieu d'accueil. Et une chose dont on est sûr, ben, c'est qu'elle passe nécessairement par la co-construction de ce projet avec ce milieu d'accueil et ce le plus tôt possible. Alors, il existe dans la législation plusieurs leviers pour favoriser l'acceptabilité sociale. Par exemple, en matière d'évaluation environnementale, eh bien, il y a la procédure sur l'observation des enjeux. Donc, lorsque l'entreprise a déposé son projet, eh bien, la communauté, le milieu d'accueil va être invitée à présenter dans un délai de 30 jours, que ce soit une personne, un groupe, une municipalité, là, ces observations sur les enjeux du projet, par exemple le projet de TES Canada.
Et donc, bah, ça va être le cas très bientôt pour ce projet-là. Et donc, à l'issue de cette consultation, eh bien, le ministre de l'Environnement va prendre en compte ces éléments-là. Et en plus des éléments de l'étude d'impact, eh bien, le promoteur devra intégrer aussi les commentaires, les demandes qui ont été faites par le public. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment très intéressant en termes d'acceptabilité et ben, Julie vous en dira davantage. Il y a aussi la question du BAP, donc notre projet là sera assujetti au BAP, et le BAP, eh bien, dans ce cadre-là, lorsque l'étude d'impact a été jugée recevable, eh bien, toute personne pourra demander une consultation publique, une médiation. Et puis, il reviendra au BAP bien de décider si on est plutôt dans le cadre d'une audience publique, d'une consultation, d'une médiation. Mais bref, très probablement qu'on va avoir un BAP, donc une période d'information, une période de consultation du public. Donc là aussi, la population peut échanger, peut présenter ses idées. Donc c'est favorable à la co-construction du projet. Il faut savoir aussi qu'à terme de cette procédure d'évaluation environnementale, le gouvernement eh bien, donne ou non son autorisation et qu'il a la possibilité eh bien, de tenir compte de l'acceptabilité sociale du projet et donc dans son autorisation, ben, soit refuser ou d'avoir une autorisation qui tient compte des éléments d'acceptabilité sociale. Donc tous ces éléments-là ben, sont favorables à l'acceptabilité sociale. Il y a aussi des éléments qui touchent à l'agriculture. Le principe, c'est que lorsque une éolienne et un projet éolien est situé en milieu agricole, ben, normalement, l'utilisation de ce territoire doit se faire exclusivement à des fins agricoles. Mais il y a quand même des exceptions qui permettent pour la commission de protection du territoire agricole, eh bien, quand même de façon exceptionnelle, eh bien, d'autoriser des projets. Et bien, il y a donc aussi là, en conséquence la possibilité pour cette commission de refuser des projets. Et ça a été le cas d'un refus de ligne de transport d'électricité là, à Saint-Michel-des-Saints l'année dernière. Donc là aussi, s'il y a des problématiques entre le projet et le milieu agricole, eh bien, il peut y avoir des refus. Dans les appels d'offres d'Hydro-Québec, eh bien, Joanne l'a très bien montré, il y a la nécessité de démontrer que le projet est appuyé par le milieu local, que ce soit une MRC, une municipalité, un conseil de bande. Donc là aussi, on a une possibilité d'intégrer une dimension d'acceptabilité sociale. En droit municipal, eh bien, les MRC adoptent les schémas d'aménagement et de développement donc, pour l'organisation du territoire. Au niveau des municipalités, il y a le plan d'urbanisme. Et puis ensuite, il y a des réglementations et des permis qui sont délivrés conformément à la réglementation. Donc là aussi, dans le cadre de la délivrance de permis, il y a la possibilité d'intégrer, d'adapter les projets pour qu'ils se fassent au mieux possible localement et de les refuser éventuellement s'ils ne respectent pas ces règles. En matière autochtone, eh bien, là, il y a une obligation de consulter les communautés lorsqu'un projet, eh bien, lorsqu'il y a un droit ou un titre ancestral qui est envisagé et que le projet peut avoir des projets préjudiciables sur ces communautés. Et ça peut même aller jusqu'à une obligation d'accommodement. Donc, l'État, ben, là, doit prendre des mesures pour adapter le projet s'il est vraiment préjudiciable pour ces communautés. Donc, en fait, vous voyez ici, il y a vraiment plusieurs éléments qui existent dans la législation qui permettent d'intégrer l'acceptabilité sociale. Toutefois, il y a des limites. Par exemple, en matière d'évaluation environnementale, le gouvernement peut certes tenir compte de l'acceptabilité sociale, mais n'est pas obligé de le faire. Il est très difficile de contester au niveau judiciaire des décisions qui ne prendraient pas en compte l'acceptabilité sociale. Il faut par exemple montrer la mauvaise foi du gouvernement ou bien des motifs déraisonnables, absurdes. Donc en fait, on le voit que en fait, au final, c'est très compliqué de contester une décision, même s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Joanne en a parlé aussi, les appels d'offres d'Hydro-Québec, mais là, on n'est pas dans le cas d'un appel d'offres. Donc, en fait, finalement, l'appui du milieu local qui est exigé dans ce cadre-là ben, ne s'applique pas pour le cas de Test Canada.
Pour la protection de l'agriculture, eh bien, la Commission peut refuser des projets, mais en fait, si on regarde les statistiques, c'est que dans 99% des demandes d'implantation de parcs éoliens, eh bien, la Commission a autorisé ces projets. Donc, en fait, c'est très rare lorsque la Commission refuse des projets éoliens. Donc, il faut vraiment être très, très organisé et très convaincant. Et en ce qui concerne la consultation autochtone, eh bien, là, c'est très important que l'État respecte cette consultation. Sinon, le projet peut tout simplement être annulé ou il peut avoir des conséquences comme des mesures de réparation qui doivent être prises ou même l'État doit payer parfois des frais de justice pour les communautés. Donc, c'est vraiment très important qu'il y ait aussi cette consultation. Alors, ce qui se passe, c'est que pour compenser en fait ces éléments, eh bien, il y a des ententes qui sont signées. Qu'est-ce qu'une entente? Ben, en fait, c'est un contrat qui peut être signé avec une municipalité, par exemple, une MRC, un conseil de bande, avec des propriétaires. Ça s'est beaucoup développé dans le secteur minier et la conséquence, c'est que ça a des effets contraignants entre ben, le promoteur et puis la personne qui signe l'entente. Pourquoi signer une entente? Eh bien, par exemple, ce qui s'est fait beaucoup pour les projets éoliens, c'est que, en principe, les éoliennes ne sont pas assujetties à la taxation foncière et les terrains, de la même façon, sont exemptés de taxation foncière. Donc, pour que les municipalités disposent finalement de financement lorsqu'il y a des projets éoliens, eh bien, puisque la réglementation ne le permet pas, des ententes ont été signées. C'est ce qui explique la situation. L'entente permet des compensations financières, mais on peut aussi avoir des éléments sur la protection, par exemple, de l'environnement, avoir des comités de suivi. Mais la contrepartie, c'est que puisqu'il y a une entente, il y a des engagements de la municipalité lorsque c'est le cas. Et par exemple, on retrouve souvent des clauses d'appui de la municipalité au projet. Donc la municipalité s'engage à appuyer le projet. Et donc, ça donne moins de force ben, au fait qu'elle doit ben, délivrer des autorisations. Donc, elle se trouve un peu mal prise de délivrer des autorisations, mais pour lesquelles, finalement, elle prend des engagements d'autoriser dans le cadre d'une entente. Mais outre les indemnisations qu'on peut avoir avec les agriculteurs ou les ententes avec les municipalités, en fait, il y a vraiment plusieurs types d'ententes. Puisqu'on s'entend, puisque c'est un contrat, on peut s'entendre sur plein de choses différentes et c'est important vraiment d'avoir l'esprit ouvert. On retrouve notamment dans le milieu autochtone et aussi dans le milieu du secteur éolien, la possibilité, par exemple, pour une municipalité, une MRC, d'être actionnaire du projet. Joanne en a parlé. Il y a des projets au Québec, ça va de 50 à 100% de projets qui sont communautaires. Donc, ça peut être une façon aussi de signer une entente, des retombées économiques, sociales, environnementales, et puis un accompagnement de la population aussi, par exemple, en matière d'évaluation des impacts sociaux et environnementaux. Donc, quel que soit, en fait, je vous dirais le type d'entente, eh bien, quelles sont les bonnes pratiques, justement? Ben, c'est d'avoir, par exemple, des ententes cadres en amont pour savoir ben, qu'est-ce qui est prévu, comment s'y prendre, quelle va être l'équipe de négociation, les modalités de négociation, si on ne s'entend pas, comment on fait. Concevoir le projet éolien sur l'ensemble du cycle de vie. Confier l'animation de séances publiques à un tiers qui est impartial et pas à l'entreprise pour avoir confiance. Adapter le projet aux réalités du milieu d'accueil. Créer des lieux d'échange qui sont informels. Ou encore prévoir des dispositions sur la durée de l'entente, les fréquences, les modalités de l'entente, et puis aussi des éléments aussi sur savoir quand est le bon moment pour signer une entente. Si c'est trop tôt, il n'y a pas suffisamment d'éléments, mais si c'est trop tard, lorsque les permis sont délivrés, eh bien, il est trop tard. Donc, généralement, à peu près au niveau de la divulgation de l'étude d'impact, c'est le bon moment. Donc, je conclurai sur ces éléments et pistes de réflexion, c'est qu'en fait, vous comprenez maintenant que la législation contribue à l'acceptabilité sociale des projets miniers, mais elle ne suffit pas en soi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ententes qui permettent de compléter la législation, mais ces ententes ne garantissent pas en soi l'acceptabilité sociale. Et c'est même le processus qui est vraiment très important, la façon dont se comporte le promoteur, qui va vraiment être un facteur clé de succès. Donc,
au niveau de mes recommandations, j'ai 3 recommandations à formuler. C'est d'avoir déjà une vision globale de la transition énergétique au Québec, comme ont pu le montrer Joanne et Louis, en fait. Il faut donner du sens au projet. Deuxième point, ce serait de moderniser la réglementation sur la fiscalité municipale. Si présentement il y a des ententes, eh ben, c'est parce qu'il n'y a pas de fiscalité dans ce domaine-là. Et en matière de protection des terres agricoles aussi. Et enfin, eh bien, c'est de développer les bonnes pratiques, mais pour ça, il faut les connaître, il faut les diffuser, il faut les promouvoir sur l'acceptabilité sociale. Dans ce cadre-là, j'ai développé avec des experts eh bien, des lignes directrices. Elles s'appliquent au secteur minier, mais elles peuvent très bien s'appliquer aussi au secteur éolien. Donc voilà pour ces éléments, et vous allez voir eh bien, que mes collègues Cynthia et puis Julie vont compléter le propos. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Christophe. Excellente présentation. Alors, maintenant, on se tourne vers Cynthia. Cynthia qui est professeure à l'UQTR et donc qui va pouvoir nous donner un aperçu de la dynamique sur le terrain. Alors, Cynthia, je te cède l'écran. Bonjour, merci Eric. D'une part, je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous. Je suis professeure à l'UQTR, pardon, comme Eric le mentionnait, et puis mes travaux s'intéressent entre autres à comment la transition énergétique s'harnasse au territoire ou comment ça s'inscrit dans les communautés. Puis en particulier, je m'intéresse à l'arrivée de la filière batterie ici en région. Et donc, je me demande un peu, quand on parle de transition énergétique, ben, au fond, c'est vers pour qui? Quand on parle d'un projet où on se dit que c'est un projet gagnant-gagnant, ben, souvent on parle c'est une analyse technico-économique qui se situe au niveau de la chaîne de valeur et pas nécessairement pour le milieu au complet. Donc, dans les mots là, d'un membre de la communauté rencontré la semaine dernière, là, ben, quand on parle de développement, en fait, ben, si on fait pas le développement pour les gens, ben, on le fait pour qui? Donc, c'est un peu ça qui anime mes travaux. Puis, mon rôle aujourd'hui, c'est d'apporter une lecture locale là, du cas de TES Canada. D'abord, je sais qu'il y a beaucoup de gens de la communauté, justement, et du milieu qui sont présents sur le webinaire aujourd'hui. D'abord, merci d'avoir répondu à l'appel, mais aussi, je voulais prendre un moment pour vous inviter à m'écrire, si jamais, parce que vous aurez noté là, qu'une conversation ou une présentation de 10 minutes, c'est forcément très court. Donc, s'il y a des éléments importants qui vous apparaissent avoir manqué là, à mes propos, je vous invite à m'écrire. Et puis, ou si jamais vous souhaitez simplement poursuivre la conversation, ça me fera plaisir. Donc, le cas de TES Canada, ici. Euh, on va couvrir les 5 points suivants là, dans la conversation. Ça ira plutôt dans cet ordre-là. Mais d'abord, je voulais vous offrir un contexte de la Mauricie et du centre du Québec. D'abord, quand on parle de TES Canada, on parle beaucoup de la MRC Mekinac, la MRC des Chenaux en ce moment, mais il faut comprendre que la Mauricie, pardon, et le centre du Québec sont 2 régions administratives, mais qui sont dans leur vie au quotidien et dans leur économie, surtout des régions qui cohabitent et qui sont absolument intégrées. Et donc, on doit considérer la région dans son ensemble. Et puis d'ailleurs, la désignation de la zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique là, les a aussi réunis là, de Shawinigan à Bécancour. Il faut comprendre que ici, depuis 2 ans, les annonces pleuvent sur la région. Là, il y a à peine un an, on était dans un boom de titres miniers en Haute-Mauricie. Ensuite, il y a eu les annonces reliées à la filière batterie qui continuent d'arriver à presque toutes les semaines. Puis à l'automne dernier, il y avait ensuite les éoliennes dans Nicolet-Yamaska. Puis il y a eu l'annonce de TES Canada. Puis plus récemment, l'annonce du géant brésilien Vale qui viendra s'installer ou qui a demandé, qui a déposé une demande en vue d'un BAP, lui aussi, dans le parc industriel et portuaire de Bécancour pour une raffinerie plutôt de nickel. Et puis encore plus récemment, les annonces de titres miniers, cette fois-ci à Bécancour pour des projets en vue d'extraire du lithium de Saumur cette fois-ci au centre du Québec. Bref, on doit prendre en considération ce contexte local-là, mais plus récent, mais qui concerne la région, mais qui s'inscrit aussi dans une histoire plus longue, là, où est-ce que la région est intimement liée avec les développements et les questions énergétiques, que ce soit avec la Shawinigan Water and Power, Genesee 2, ou encore la question des gaz de schiste il y a un peu plus de 10 ans. Bref, le développement actuel, puis la réception de TES Canada en région, ça s'inscrit dans ce legs. Et donc, l'accumulation de ces projets sur le terrain, ben, ça se traduit indéniablement par une fatigue qui s'installe au fil de ces annonces, une fatigue chez la population, chez les intervenants, chez les experts, mais aussi chez les journalistes qui couvrent ces développements. Puis, les acteurs sur le terrain, que ce soit dans les MRC ou encore dans les organismes communautaires
ou de développement économique, ce sont souvent de très petites équipes. Là, c'est rien de surprenant, vous devez être au courant de ça, mais cette fatigue, elle doit être prise au sérieux. Pas nécessairement nouveau, on en parle beaucoup, on le sait que, par exemple, dans le milieu minier ou auprès des Premières Nations, la fatigue de consultation s'installe à travers le temps, mais ici, c'est absolument présent dans le cas de TES Canada. Et ce qui est d'autant plus particulier et fatigant avec le cas de TES Canada pour le milieu et pour les citoyens, c'est que les nouvelles informations percolent à toutes les semaines. C'est une tâche à temps complet en ce moment de suivre les annonces et la revue de presse entourant le projet. L'information sur le site Internet est remise à jour constamment et ça, faut comprendre que ça impacte nécessairement le milieu d'accueil. Et donc, au niveau du processus consultatif en particulier, le gouvernement semble à la fois très attaché au projet de TES Canada, on le mentionnait tout à l'heure, c'est le projet magique selon le ministre Fitzgibbon, mais aussi complètement détaché, hein. On s'en remet à la CPTAQ puis au BAP, on est complètement détaché du processus consultatif qui se déroule en ce moment, un peu sans réelle balise, un peu dans un mode Far West. Et à ce niveau-là, il y a deux choses là, qui se dégagent. Je noterais d'une part, la cible est en constant mouvement, hein. L'idée derrière l'approche de consultation de TES Canada est souvent justifiée par l'entreprise en disant qu'on va retourner à la table à dessin puis qu'on va se réajuster pour tenir compte là, des commentaires recueillis lors des assemblées citoyennes ou des séances d'information. Mais cette approche-là, peut-être de la charrette de design qui est un processus itératif, ben, ça s'inscrit dans un esprit de co-construction dont on le mentionnait juste dans la présentation précédente, qui est nécessaire pour aller chercher une certaine acceptabilité sociale. On veut mobiliser les parties prenantes. Ben, en ce moment, en Mauricie, la boucle itérative, elle est très courte. Et puis, l'envers de la médaille, c'est de la confusion et de la fatigue, comme je le mentionne. D'autre part, l'information, elle sort au compte-gouttes. À l'heure actuelle, il y a plusieurs questions qui demeurent. Joanne en mentionnait plusieurs. On ne sait pas où sont les sites. On a promis des cartes qui devraient être rendues publiques jeudi cette semaine, le 16 mai. On ne sait toujours pas le CO2 de source biogénique puis proviendra de où dans le cas de la production de e-gaz. Mais surtout, au fil de ces annonces-là et au fil des sorties médiatiques, la, la justification et la pertinence sociale du projet, elle change avec ces affirmations-là. Au début, on se disait, on vient en Mauricie puisqu'on va être près des axes de transport lourd. Finalement, le transport, ben, ça se fait plutôt sur la rive sud. On a aussi mentionné que l'industrie serait, puisqu'elle sera sur l'axe de la 155 le long de la Saint-Maurice, l'industrie sera près du Saguenay, là où est-ce qu'il y a plusieurs industries lourdes qui pourraient bénéficier d'une décarbonation avec le e-gaz. Finalement, ben, il y a quelques semaines, on a appris que c'était la capacité du poste de Shawinigan qui entrait peut-être en jeu. Tout ça, ça vient à alimenter un sentiment d'opacité auprès en matière de projet, puis auprès de la population, puisqu'on ne sait pas trop pourquoi le projet vient s'installer en Mauricie. Les promoteurs du projet sont aussi souvent mentionnent leurs attachements à la Mauricie, que ce soit par leur grand-mère a grandi dans la région, etc. Bref, tout ça, cette opacité-là, ce manque d'information-là, c'est pas bon pour le climat social, et ça, j'y reviendrai. Mais au point de vue du consultatif, le dernier point que je voudrais mentionner, on en a parlé, la consultation avec les Premières Nations à l'heure actuelle, elle ne fait pas partie de la conversation publique, évidemment, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans des conversations privées, on ne sait pas quelles Premières Nations, quelles communautés ont été approchées par ce projet-là, mais nécessairement, ça manque à la conversation pour le moment. Et donc, c'est ce qui m'amène à la question du tissu social et de la cohésion sociale. L'INSPQ, dans son rapport sur l'état des connaissances en matière d'éoliennes, le notait récemment, l'impact sur le tissu social est considérable. Déjà ici en Mauricie, la population est divisée, on en parle dans les médias de part et d'autre, on s'accuse d'intimidation, de menaces, etc., etc. Il est trop tôt pour dire l'effet cumulatif que ça aura dans Deschenaux et Mekinac, mais toujours est-il que dans le cas de Nicolet Yamaska, où là, on a peut-être 6 mois à 1 an d'avance sur le projet TES Canada, ben, après 1 an, les répercussions sur le tissu social sont tangibles et sont réelles. Il y a non seulement un bris de communication parfois entre les MRC et les municipalités, et aussi entre les citoyens et leurs élus, mais il y a aussi, dans certains cas, un bris de procédure démocratique, hein. Au centre du Québec, plusieurs conseils municipaux se retrouvent en bris de fonctionnement lorsque la question des éoliennes est mise sur la table, puisqu'on perd le quorum parce que les conseillers qui sont aussi des propriétaires terriens, pardon, et des agriculteurs doivent se retirer de ces conversations-là parce que ils ont eux aussi signé des ententes. On a même un cas où la mairesse elle-même doit se retirer dans le dossier puisque elle aussi elle a signé des ententes avec un promoteur.
Et donc, ces impacts-là ne sont pas banals pour le quotidien démocratique, l'équilibre et la cohésion sociale de communautés qui sont relativement petites. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point. J'abonde dans le sens de mes collègues aujourd'hui nécessairement. Ça prend une réflexion énergétique plus large, ça prend un bilan des ressources énergétiques du Québec et c'est ce qui amène un peu le milieu en ce moment se sent un peu comme un laboratoire ou un banc d'essai pour ce qui reste à venir en matière de transition énergétique au Québec. C'est comme ça qu'on m'a décrit le processus récemment. Puis on a eu cette semaine, je le mentionnais plutôt, une sortie médiatique d'un citoyen qui est en faveur du projet, qui lui aussi mentionnait qu'il recevait des menaces, et c'est ce que je mentionnais il y a quelques minutes au sujet de la cohésion sociale. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est pour ça que je le mentionne, c'est que ce citoyen-là en particulier justifiait son appui au projet par la nécessité de la transition énergétique et son désir de contribuer. Ça, ça c'est clair. Les gens ont envie de participer à cette transition-là. La transition énergétique, elle est nécessaire, mais on a besoin qu'elle s'inscrive dans un projet de société qui est vraiment porteur. Puis cette réflexion énergétique-là, elle doit se faire au niveau étatique, au niveau national, au niveau du Québec, mais elle doit aussi se faire au niveau régional. Et c'est ce qui me ramène exactement là où j'ai commencé, puisque si on considère la région de la Mauricie et centre du Québec, dans son ensemble, on est obligé de mentionner Québec-en-Cour sur la rive sud. On a justement une production d'hydrogène à partir de gaz naturel et que là, à quelques kilomètres au nord, on nous propose un projet qui produira du gaz naturel, mais cette fois-ci à partir d'hydrogène. Et donc, dans un bilan énergétique régional, pour justifier la pertinence sociale de ce projet-là et pour que les parties prenantes, les citoyens puissent s'approprier ce projet-là, on n'a pas le choix d'arriver à la conclusion que c'est peut-être pas l'approche la plus cohérente et l'approche qui fait le plus de sens pour les citoyens. Je vais m'arrêter ici. Il y aurait plein d'autres choses à mentionner, mais j'espère qu'on aura le temps de couvrir d'autres sujets durant la période des questions. On va avoir certainement le temps, Cynthia. Merci beaucoup pour la présentation. On commence déjà à avoir une discussion dans le question-réponse. Donc, je vous invite à continuer à nous soumettre des questions. Certaines se font répondre dans les présentations, mais d'autres vont être repris dans la partie de discussion. Julie. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez ma présentation? Allô? On ne voit pas ta présentation, Julie. Bon, moi, ça dit que ça fonctionne. Mais, attends. Là, Ah, c'est bon. parfait. Moi, je ne sais pas, il y a un endroit qui n'est pas dur. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas encore en plein écran, effectivement. Ouais, c'est ça que je cherche ici. C'est diaporama, là, tu as fait partager. Oh boy. C'est juste à côté, le bouton d'à côté. Ah, c'est le panneau Ah oui, c'est ça. Oui, qui bloquait. Ouais. Oui, c'est typique. OK, Bon, voilà, on l'a. bonjour tout le monde, désolé. Alors, merci pour l'invitation à participer au webinaire et aux organisateurs de l'événement. En fait, je voulais vous faire un survol des leviers municipaux. C'est une présentation un peu générique. C'est les mêmes leviers pour les grands projets, mais j'ai quand même appliqué au projet Mauricie dans ce que j'en connais. En fait, il y a quand même un mouvement municipal un peu abordé là, par Cynthia au niveau là, des claims miniers, par exemple, et même tous les projets éoliens qui s'en viennent. Je crois qu'il est clair que les municipalités demandent un rôle à jouer dans la planification territoriale et il y a un espace disponible. C'est seulement que, effectivement, les municipalités, c'est souvent la première fois qu'ils ont un projet dans leur cours. Alors, ils ont un enjeu de savoir-faire en débutant un processus comme celui-ci. Alors, je vais essayer de vous donner certains outils. Et n'oubliez pas que vous soyez pour ou contre un projet ou mitigé. Votre but, c'est d'avoir le meilleur projet dans votre communauté, puis aussi de bien protéger la cohésion sociale. Alors, j'ai identifié 4 leviers avec des buts, dans le fond, les buts ultimes des collectivités. Donc, votre levier 1, vu que le parc éolien est quand même situé en majorité sur des terres privées, alors agricoles, alors il y aura la Commission de protection du territoire agricole du Québec
qui sera un des processus dans lequel la municipalité devrait s'investir. Il y a la procédure d'examen et d'évaluation des impacts sur l'environnement. Ça, c'est à la toute fin, il y a le BAP, mais au début, je vais passer avec vous là, les différentes étapes qui s'en viennent pour vous. Le levier 3, c'est la démocratie. Donc, évidemment, il y a des approches démocratiques actuelles, mais il y a d'autres scénarios qui s'offrent à vous. Et le levier 4, c'est la négociation. Alors, de s'affairer à bien négocier, tout se négocie, tout se renégocie. En réalité, c'est de savoir quoi demander. Et évidemment, éviter le marchandage de l'acceptabilité sociale. Je vais vous expliquer comment on peut faire ça. Alors, votre but, c'est de réduire l'asymétrie des connaissances entre vous et le promoteur. Évidemment, le promoteur, c'est l'expert et il va maîtriser davantage, mais en principe, le processus, il devrait, si c'est un promoteur bien expérimenté, contribuer à réduire cette asymétrie des connaissances. Aussi, protéger le climat social. Il y a toujours des divisions dans les grands projets. C'est important de le protéger et de laisser le droit d'expression à tout le monde, de continuer à se respecter malgré des postures différentes. Se faire indemniser aussi pour les impacts résiduels. Donc, vous êtes tous familiers avec le concept de développement durable, de développement durable de pollueur-payeur. Donc, en principe, tout ce qui reste, que ce soit social, écologique ou économique, devient des impacts résiduels qui est causé par le projet et peut être indemnisé. Et évidemment, travailler en équipe. Si vous êtes des très petites municipalités, c'est certain que si vous faites tous la même chose, les municipalités, vous ne faites pas des économies d'échelle, alors c'est bien de vous regrouper pour interagir avec le promoteur. Alors, le premier levier, le CPTAQ, je veux juste vous rappeler que la grande différence entre le CPTAQ et le BAP, c'est que le CPTAQ, c'est un tribunal administratif et il est décisionnel. Donc, il fait vraiment une analyse du dossier avec une décision à la fin. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il reste plus coincé dans les lois, hein, donc il y a un cadre légal. TES Canada va devoir justifier la perte de terres agricoles et le potentiel acéricole. Et s'il y a des terres publiques aussi, là, potentiellement, là, les pertes finalement pour le territoire québécois. Et c'est sur cette base que le CPTAQ va juger si c'est un projet porteur pour les Québécois malgré la perte agricole. Et les experts émettront des avis indépendants sur les documents soumis par le promoteur. Et si la municipalité engage les experts ou demande à TES Canada une contre-expertise qu'ils pourraient payer, à ce moment-là, vous pourrez avoir une assurance parce qu'évidemment, c'est sûr que les promoteurs, des fois, en principe, c'est des scientifiques et tout ça, mais c'est bien d'avoir une contre-expertise indépendante pour avoir un deuxième point de vue. Donc, le levier 2, c'est l'évaluation environnementale, ce qui s'appelle le PEEIE, que tout le monde dit le BAP, mais le BAP, c'est à la fin du processus. Donc, au début, là, j'ai vu que l'avis de projet a été déposé la semaine dernière, puis même la directive du gouvernement est déjà déposée depuis le 2 mai. Alors, en principe, la consultation sur les enjeux devrait suivre assez prochainement. Si on se fie au projet de l'usine de recyclage de Nordvolt, c'était quelques jours après. La consultation sur les enjeux, l'objectif, c'est vraiment d'identifier les enjeux du projet que l'étude d'impact du promoteur devrait aborder. Alors, ce n'est pas de faire des analyses, c'est pas vous n'avez pas à travailler si fort que ça pour cette étape-là. C'est surtout de vous assurer que dans la directive du gouvernement, s'il y a des choses que vous trouvez qui sont adaptées à votre milieu, vous devez bonifier, dans le fond, la directive du gouvernement pour s'assurer que le projet TES Canada est adapté à un contexte particulier, parce que les directives du gouvernement sont plus génériques, disons. Et, évidemment, ils l'ont adapté, mais c'est à vous d'amener cette couleur locale en remplissant un formulaire. Le levier 3, donc la démocratie locale, évidemment, c'est toujours en fonction de la performance du promoteur. Il y a des promoteurs qui exécutent cette phase avec main de maître et il y en a d'autres qui font des gaffes à répétition, notamment de mal faire la différence entre la participation publique démocratique locale
et faire une promotion. Alors, plus le promoteur fait de la promotion pour son projet, plus ça devient un dialogue difficile avec la communauté parce qu'elle n'a pas d'espace à exprimer sa dissension ou de proposer des alternatives au projet. Alors, la démocratie locale, c'est un rôle municipal. Vous pouvez décider de jouer un plus grand rôle parce que c'est votre rôle de protéger ce climat social, la cohésion sociale. La tradition des grands projets, c'est que c'est le promoteur qui assure et finance le dialogue, mais ça ne vous empêche pas, dans un esprit de négociation avec le promoteur et de co-construction, d'obtenir ou de concevoir un processus de participation publique qui permet un dialogue sur des alternatives ou des variantes à la proposition, ou encore de pouvoir aussi parler contre le projet, ce qui est très difficile dans le cadre de dialogue que propose le promoteur. Le dernier levier, le quatrième, c'est de négocier. Donc, votre but, c'est le meilleur projet pour votre communauté. Même si vous êtes contre, c'est bien d'avoir en main une entente parce que c'est possible que le gouvernement ne prenne pas la même décision que ce que souhaiterait la communauté. Puis si vous êtes pour, c'est d'avoir le maximum de redevances ou de bénéfices, dans le fond, de revenus du projet pour notamment tous les coûts d'intégration d'un grand projet. Vous allez voir, c'est important, c'est très lourd pour une municipalité. Le logement, la concurrence sur la main-d'œuvre, il y a plein de choses à gérer, la sécurité, le bruit, les nuisances. Donc, les bénéfices du vent et du soleil, sans nécessairement les risques d'affaires. Donc, c'est possible que vous vouliez être propriétaire du parc éolien, mais peut-être aussi qu'il y a des risques à être propriétaire d'un parc éolien qui vend à un projet qu'on ne connaît pas bien, ou bien qu'on le vend Il y a toutes sortes de scénarios possibles là, pour les ententes. Moi, je vous fais deux messages que j'avais aussi faits pour les municipalités avec des claims miniers. C'est la clause de soutien au projet dans les ententes. Là, vous devez refuser ça. Vous devez conserver votre liberté d'expression. Que même si vous signez une entente, c'est possible que vous appreniez des choses sur le projet plus tard qui ne vous conviennent pas. Alors, vous n'avez pas à soutenir un projet, mais vous avez, par contre, vous êtes participant de bonne foi dans le processus. L'autre chose, c'est de le signer avant le BAP parce que l'incitatif, c'est quand même d'avoir son permis. Une fois qu'il a son permis, il y a beaucoup moins d'incitatifs à signer une entente. Et après l'étude d'impact, parce que l'étude d'impact, c'est elle qui vous donne l'information. Donc, ceux qui ont déjà signé des ententes, c'est assez tôt pour signer des ententes en ce moment. Et c'est là que c'est ça qu'on appelle un peu le marchandage de l'acceptabilité sociale. C'est que plus la signature de l'entente est tôt, plus dans le fond, il y a une forme d'achat de l'opposition ou du potentiel d'opposition. Alors, il y a tout, pour que ça soit démocratique, le mieux, c'est d'y aller avec le cycle de l'étude d'impact. Et pour conclure, donc, 5 orientations. Premièrement, dans ce dossier-là particulièrement, il y a eu beaucoup d'interventions de la part d'élus. Alors, moi, je propose un retour à l'arbitrage pour le gouvernement du Québec. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était M. Philippe Couillard avec le REM qui avait dit peu importe ce qui va se passer dans les évaluations environnementales puis dans le BAP, ce projet-là va aller de l'avant. Bon, en disant ça, on est un peu dans l'invalidation du processus qu'on a mis en place dans le même esprit que Nordvolt. Alors, moi, ce que j'observe, c'est que le biais actuel gouvernemental, il stimule le conflit partout au Québec. Alors, moi, j'invite à un retour à l'arbitrage. Deuxièmement, le promoteur devrait reconnaître l'aspect régional du projet. Ce n'est pas banal, là, plus que 140 éoliennes. On n'est pas dans des petits projets municipaux. Là. On est dans un grand projet et le rôle de planification territoriale appartient au MRC. Elle devrait faire partie du dialogue et aussi d'avoir des redevances potentielles de ce projet-là. Un leadership municipal, donc une démocratie locale, donner l'accès aux connaissances, puis s'investir dans le cadre environnemental actuel, donc de mettre en place une stratégie communautaire avec les ressources disponibles. Et le dernier, non le moindre, les médias régionaux, s'ils ne sont pas très actifs dans le domaine pour informer la population et les élus, la démocratie régionale fonctionne beaucoup moins bien et ça arrive quand les projets sont plus loin. Alors, ceci est un souhait, bien sûr. Ah, j'ai mis 5, mais c'était 4, désolée. Alors, voilà ce qui conclut ma présentation. Puis, je voulais aussi me joindre à la voix de mes collègues que, selon moi, il faut des états généraux. Peut-être, dans mon cas, c'est pas tant pour le calcul énergétique, mais c'est surtout pour, dans le fond, la démocratie territoriale là, qui est mise à mal en ce moment avec l'abondance de projets.
Puis il y a comme un sacrifice entre l'énergie qu'on veut et les territoires dont on a besoin. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Très éclairant comme propos. Alors, on va maintenant entrer plus dans une phase dialogue. On a des questions qui ont été posées et on peut en recevoir d'autres. On a à peu près une bonne vingtaine de minutes. On peut déborder un petit peu. Il y en a une première de Louis Simard qui revient sur l'idée qu'il n'y aurait ou pas de loi ou de règlement sur l'acceptabilité sociale. Je ne vais pas tout lire la question, mais je pense que Christophe, tu voulais revenir sur cette Ouais. question. Ouais, je te remercie Eric, puis merci beaucoup pour Louis Simard pour la question. C'est vrai que c'est un élément intéressant de dire, oui, est-ce qu'il y a une définition légale, réglementaire de l'acceptabilité sociale? Comme Louis le développe dans son commentaire, hein, Louis connaît bien les questions du BAP. Il y a pas en fait de définition que l'on trouve dans la loi ou dans le règlement en ce qui concerne l'acceptabilité sociale. Vous pouvez aller voir les lois, vous pouvez aller voir les règlements, vous ne trouverez pas une définition réglementaire adoptée par le législateur. Mais comme le dit très bien Louis, en fait, il y a un guide, en fait, un livre vert, plus spécifiquement, qui a été élaboré par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en matière d'acceptabilité sociale. Et ce livre vert, il contient une définition de l'acceptabilité sociale. Donc oui, on a une définition qui nous vient du gouvernement. Mais si vous prenez la jurisprudence, dans l'affaire Strateco, par exemple, on va retrouver une définition. Et puis si vous prenez d'autres experts, vous allez trouver d'autres définitions. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas une définition qui est totalement unifiée, en fait. Il y a plusieurs définitions de l'acceptabilité sociale et on peut même se demander s'il est possible de définir, d'avoir une définition de l'acceptabilité sociale, vu qu'en fait, cette acceptabilité, elle dépend vraiment du milieu. Donc, c'est un élément qui est important. Et puis, Louis nous explique qu'il y a des éléments, en fait, comme une prérogative du gouvernement, l'acceptabilité sociale. C'est vrai que c'est un élément qui est important. Vous l'avez vu, la législation peut concourir à plus d'acceptabilité sociale, mais c'est pas parce que le gouvernement dit qu'il y a de l'acceptabilité sociale qu'il y a de l'acceptabilité sociale. C'est un élément qui est vraiment important. Si on prend des termes, on reprend les termes anglo-saxons, on distingue licence légale et licence sociale. C'est pas pour rien. Vous pouvez avoir très bien une licence légale, c'est-à-dire le gouvernement dit oui, il y a de l'acceptabilité sociale, tout va bien, et les communautés, elles, qui ne sont pas d'accord avec cela. On retrouve dans le secteur minier, on a des communautés autochtones, lorsque, par exemple, il y a des autorisations, elles vont faire des recours judiciaires, elles vont utiliser d'autres voies pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est vraiment important de savoir que, en fait, c'est plus difficile d'évaluer le côté, par exemple, que l'aspect environnemental. Et puis, d'où l'intérêt d'avoir des outils, par exemple, pour évaluer des bonnes pratiques à développer. Puis, je pense que Julie pourrait faire du pouce là-dessus. Alors, Julie, peut-être tu as des éléments à compléter? Oui, en fait, je voulais juste, premièrement, dire que l'acceptabilité sociale n'est pas mesurée ou évaluée dans le processus actuel. Donc, il y a, dans le sens qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données. Donc, il y a beaucoup d'énergie sur le définir, mais il n'est pas mesuré. En ce moment, il y a quand même des municipalités au Québec qui souhaitent le mesurer dans une perspective de si on fait une étude d'impact et on compte le nombre d'oiseaux, on compte les milieux humides et tout ça, pourquoi on ne demande pas l'opinion des gens, pourquoi on ne caractérise pas l'acceptabilité sociale. Donc, ça, c'est à voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une direction d'accompagnement au ministère des Ressources naturelles et des Forêts en matière d'acceptabilité sociale. En principe, ce n'est pas seulement pour le promoteur. Alors, moi, j'invite les municipalités, les MRC, les citoyens à appeler la direction d'acceptabilité sociale du ministère, qui a aussi des responsabilités envers les collectivités. Maintenant, je vais prendre une question du question-réponse. Alors, une première question de Bruno Dustunk. Lorsqu'une MRC ou une municipalité s'implique dans un projet éolien au niveau de plusieurs millions d'investissements, les retombées financières positives n'arriveront que lorsque les dettes seront remboursées. Alors, comment justifier de tels accords? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre cette question-là.
Et sinon, je vais passer à la prochaine, parce que là, Je on peux est... la prendre, Oui, je peux la prendre. oui, c'est bon. En fait, la réponse, c'est plus une autre question, là. C'est qu'en C'est ça. réalité, il faut premièrement se poser la question, est-ce que les MRC veulent être propriétaires? Puis moi, il y a une association, une alliance en ce moment, l'Alliance de l'Est, c'est 200 municipalités regroupées qui font des parcs éoliens dans le Bas-Saint-Laurent, de Montmagny à Gaspé, là, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Alors peut-être que la MRC pourrait discuter avec eux pour savoir quelles ont été leurs démarches en devenant des propriétaires de parcs éoliens. Ici, vous avez des risques parce que l'acheteur, c'est TES Canada, c'est pas Hydro-Québec. Alors, c'est voir est-ce que vous voulez prendre ce risque-là. Puis si vous voulez pas le prendre, bien, vous pouvez aussi avoir une entente qu'on vous partage les bénéfices sans que vous soyez propriétaire. Donc, ça réduit vos risques, mais vous avez quand même des bénéfices. Comme je pense M. Krolik a dit, le vent et le soleil n'ont pas de redevance, hein, comme pour les minéraux. Donc, le sous-sol, il y a des redevances, mais le soleil et le vent n'en ont pas. Alors, c'est important aussi d'aller chercher une forme de redevance au niveau des MRC. C'est pas obligé d'être propriétaire. Merci beaucoup, Julie. Prochaine question, je pense que ça pourrait, Joanne, je suis sûr que tu auras quelque chose à dire sur cette question-là. Ainsi, il semble qu'il est trop tôt pour conclure des ententes avec TES pour l'acceptabilité sociale parce que le projet volet 2 n'est pas suffisamment avancé. Est-ce exact? De plus, le bloc de 150 MW accordé par le ministre Fitzgibbon était-il conditionnel ou scindé selon les deux volets? Finalement, quel est l'intérêt financier d'Hydro-Québec dans le projet TES? Puis, je vais tout de suite amener à une autre question en plus bas d'Emmanuel Patola, qui est un peu la même. Est-ce que TES Canada peut être viable en utilisant l'option de mesurage net? Il explique c'est quoi le mesurage net. Alors, puis peut-être juste, je te donne un dernier élément de contexte, là. L'idée de scinder le projet en volets, je pense que c'est toi qui as fait ça. C'est pas TES qui parle de volets. Voilà. Alors, je te laisse le plancher. C'est parce que le projet, comme tu as la fabrication d'hydrogène puis de gaz, puis tu as l'éolien. Puis si on avait voulu, on aurait pu, parce que de toute façon, Hydro-Québec a besoin d'une capacité plus importante de production d'électricité. Donc, à ce moment-là, on aurait pu passer, si c'était juste le volet électricité, à travers un processus d'offre. TES Canada pourrait être un soumissionnaire au même titre que Kruger, au même titre que Boralex, Energex. Puis à ce moment-là, il faudrait qu'ils suivent les critères dans les appels d'offres, comme j'ai présenté, par exemple. L'affaire, c'est que quand, quand on va faire le BAP, il faut pouvoir aussi démontrer, c'est pas juste l'impact des éoliens, c'est l'impact du projet. Est-ce qu'il va livrer aussi les réductions qu'il a dit qu'il allait livrer à la fin, c'est-à-dire les 800 000 tonnes? C'est pour ça que moi, je sépare le volet parce que ce que je vois, c'est que la volet 2, il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut qu'il ait cherché encore beaucoup d'approbation. Comme disait Cynthia, il faut qu'il ait cherché le CO2. Il y a encore des infrastructures qui doivent se construire pour livrer l'hydrogène aux camions. Il faut qu'il y ait 2000 camions. Il n'y a même pas encore 2000 camions au Canada à l'hydrogène. Donc, je veux dire, c'est encore tout en stade de démonstration. Donc, à mon sens, il y a beaucoup de travail encore à faire pour ce deuxième volet-là. Peut-être dans 5-10 ans, je ne sais pas trop, il va pouvoir venir avec plus de certitude. Mais entre-temps, est-ce que si on n'atteint pas les 800 000 tonnes, il y a quand même un mérite à aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le volet éolien, parce que c'est pas tout le projet qui est mauvais, parce que là, on le présente comme un, puis ce qui serait dommage, c'est que les municipalités perdent la possibilité, en fait, d'avoir des retombées positives à partir des projets d'éolien. Fait que c'est pour ça que je le présente comme ça, puis je pense qu'il y a du mérite parce qu'il y a déjà des signatures pour le volet 1, mais le volet 2, comme j'expliquais, pour toutes les utilisations finales, pour l'industrie, tout ça, on attend encore des signatures ou une entreprise qui sort qui dit oui, nous autres, on va être un partenaire au-delà d'Énergir, parce qu'à la fin, c'est pas juste Énergir qui compte, c'est les utilisations finales. Puis souvent, TES Canada va confondre ces deux affaires-là. Il va dire, ben, c'est Énergir qui achète notre gaz, fait que nous autres, après ça, ça ne nous regarde pas. C'est pas vrai parce que la seule façon que votre projet d'hydrogène a pu passer les critères du gouvernement du MEIA que j'ai mis, c'est si l'hydrogène et ses dérivés, donc le gaz naturel synthétique, c'est un dérivé, va à l'utilisation prioritaire. Donc, pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une façon de démontrer les signatures comme pour le volet 1 pour le montrer. Donc,
c'est à peu près ça, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher, surtout pour que les municipalités qui n'ont pas beaucoup toujours des moyens pour des gros projets comme ça, je veux dire, eux, ils essaient juste de pouvoir gérer déjà, je sais pas, déneiger des routes, les camps d'été pour les jeunes, je sais pas. Puis là, tu as comme un gros projet, puis on leur donne juste une couple de mois pour comme qu'est-ce que vous faites avec des éoliens qui débarquent. Fait que, je suis d'accord avec Cynthia puis Julie qu'il y a eu un processus peut-être un peu trop rapide pour s'assurer de la démocratie, puis aussi le mérite du projet, pas juste pour les MRC, mais aussi pour l'ensemble du Québec. Louis, toi, tu voulais parler en fait, répondre à la question d'Emmanuel, de mesurage net. Sur le mesurage net, bon, d'abord, je voudrais juste dire que je suis d'accord avec Joanne, là, il faut vraiment séparer les deux, puis le projet éolien peut avoir de la valeur, mais si on regarde ce qu'il amène comme capacité de production et d'électricité, puis la finalité de cette production-là. Sur la question du mesurage net, bon, en deux mots, le mesurage net, c'est si jamais vous installez des panneaux solaires sur le toit chez vous et que la production des panneaux dépasse votre consommation actuelle, en ce moment, cette électricité-là va retourner dans le réseau. Pour les plus vieux d'entre vous, là, la roulette du compteur, là, ben, elle se mettrait à tourner dans l'autre sens. Vous voyez? Physiquement, c'est ce qui se passait. Mais dans ce cas-ci, puis là, le problème avec le mesurage net, c'est que finalement, le service de batterie que vous offre le réseau, quand vous poussez de l'énergie dans le réseau, vous ne payez pas pour ce service-là, puisque on vous crédite on vous crédite le kilowattheure au même prix que vous le payez. Donc, le coût fixe, là, il doit être réparti sur moins de consommateurs ou moins grande consommation. Dans ce cas ici, c'est encore pire que du mesurage net, parce qu'effectivement, le tarif auquel on va vendre l'électricité, le 150 MW, l'électricité qui va venir du 150 MW, ça sera très certainement au tarif industriel qui est en 4 ou 5 sous le kilowattheure. Et on n'a aucune espèce d'idée de à quel coût on paiera le surplus de la production éolienne. Alors, à mon avis, c'est même pire que du mesurage net. On risque, c'est probablement la façon dont TES ferait de l'argent. Ils prennent à peu près aucun risque, là. C'est-à-dire, ils savent très bien qu'il y aura une demande pour cette production-là si jamais même leur projet ne va pas de l'avant. OK. Merci beaucoup, Louis. Je pense que ça répond en même temps aux questions que Claude Rochon a posées, qui sont assez similaires, là. On pourra toujours revenir sur ces enjeux-là. Maxime Leclerc-Gingras, je sais que Julie, tu voulais répondre à la question. Il y a un sentiment que nous n'avons pas l'occasion de décider de l'avenir de l'aménagement du territoire. Un tel projet change profondément les possibilités, a des incidences majeures. Le projet est privé, mais les conséquences sont très publiques et il y a un déséquilibre important. Effectivement, c'est vraiment le discours qu'on entend beaucoup sur le terrain en ce moment. Je vous dirais même que le projet soit privé, sur des terres privées ou des terres publiques, les gens réclament la même chose. En réalité, c'est comme s'il y avait un manquement dans notre processus au niveau de la conciliation du territoire au moment où il y a une proposition. Par exemple, quand on a une proposition de faire un claim ou au moment d'avoir un titre minier pour le sous-sol ou une proposition d'un grand projet éolien, où se passe le dialogue entre les ministères provinciaux, la MRC, les municipalités, avant qu'on s'investisse tous collectivement, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie de s'investir dans la procédure environnementale, la commission de protection du territoire agricole. Alors, il serait bien, et je crois que c'est je veux dire, ça fait partie des doléances des municipalités à plusieurs égards, qu'il existe un moment de conciliation territoriale avec des analyses pour savoir si le sacrifice territorial en vaut la chandelle. Et je dirais que, par contre, il y a eu une amélioration en 2018, c'est la consultation sur les enjeux. Avant, elle n'existait pas. Donc, avant, le public, les municipalités, le seul rôle qu'ils jouaient, c'était de participer au processus du promoteur et au BAP à la fin. Là, la consultation sur les enjeux, vous avez l'opportunité justement de remettre en question l'aménagement du projet, le nombre d'éoliennes, les variantes du projet, peut-être même les alternatives sur le territoire que vous auriez voulu à la place de ce projet-là. Vous pouvez aussi demander des études sur des impacts négatifs sur l'économie, hein, parce que les grands projets, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, peuvent avoir beaucoup de concurrence sur la main-d'œuvre pour les PME autour. Ou encore poser des questions sur la justification des ententes. Pourquoi 25 000? Comment ça a été construit? Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez poser dans la consultation sur les enjeux. Puis moi, je vous recommande de vous faire une belle rencontre communautaire là, pour mettre vos énergies ensemble, répartir les efforts, puis avoir une consultation sur les enjeux très efficace. Il y a eu plusieurs questions de Claude Rochon sur l'éolien en tant que tel, mais j'aimerais peut-être ramener ça, mais si quelqu'un veut les prendre.
Mais j'aimerais peut-être ramener ça au projet. Il y avait une question intéressante plus bas, là, Daniel Charette. Dans le cas de vent léger pendant plusieurs jours sans soleil, est-ce que le projet de TES fonctionnerait à 30%? Juste pour démystifier un peu comment fonctionne ce projet, c'est quoi? Pourquoi un bloc de 150 mégawatts? Pourquoi la partie éolienne? Pourquoi la partie solaire? Est-ce que quelqu'un veut s'y attaquer? Je pourrais, mais moi je suis là pour animer. Je peux commencer par répondre. Ben, très certainement. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin du 150 mégawatts? Bon, clairement, même s'ils installent près un peu plus de 1000 mégawatts de solaire, d'éolien, évidemment, cette production-là n'est pas constante. Alors, il faut qu'ils s'assurent d'avoir une certaine quantité d'énergie pour venir assurer une production minimale. Maintenant, j'ose espérer que ça ne sera pas un seul gros électrolyseur puis qu'ils pourront décider de le faire fonctionner à moins grande capacité, là. Mais effectivement, c'est la très bonne question. J'avoue que je ne sais pas trop comment ils feront fonctionner tout ça, mais clairement, ce qui n'est pas clair non plus, c'est qu'est-ce que ça a comme effet sur la durée de vie d'un équipement que de faire plusieurs cycles arrêt-démarrage. Tout ça est assez incertain. Fait on peut envisager qu'il y aurait un scénario pessimiste ou dire ben, si jamais le vent n'est pas suffisamment là, le soleil n'est pas suffisamment là, qu'il y aurait des pressions pour demander un bloc de puissance additionnel pour s'assurer de la rentabilité du projet. Parce que, vous voyez, une fois que le projet est lancé, si jamais ça va de l'avant, une fois que le projet est lancé, là, on va encore nous brandir l'argument économique pour dire qu'il faut sauver ce projet-là. Et donc, on fera peut-être des compromis. Mais tout ça m'apparaît très inquiétant. Et je tiens à réitérer que c'est la façon dont on présente le projet, à notre avis, ça ne contribue à peu près pas à la décarbonation, ou en tout cas pas au moindre coût, et c'est pas la bonne solution à déployer pour l'instant. Je pense que Joanne, tu voulais ajouter quelque chose sur ça? On ne peut pas, comme, comme exprimer le ministre, on n'a pas tous les éléments pour comme, comprendre la dynamique interne du projet. D'autant pourquoi c'est important de faire des analyses comme on a fait pour essayer de comprendre justement si c'est mieux de faire ça ou autre chose. Puis, à mon avis, en fait, Test Canada et le gouvernement auraient tout intérêt à ce qu'il y ait quand même suffisamment d'informations pour comprendre l'efficacité, les coûts du projet, quitte à avoir plus de chercheurs qui puissent participer pour peut-être amener des nuances. C'est ça, en fait, que notre rapport a voulu montrer comme, regarde, ça ne prend pas nécessairement, là, tu sais, moi, je veux dire, mon collègue, oui, c'est un ingénieur chimiste avec, en procédé industriel avec 30 ans dans le secteur de l'entreprise, mais je veux dire, ça se fait relativement rapidement, même si tu n'as pas tous les éléments. Fait que il n'y a pas de raison pourquoi on ne mettrait pas, on ne ferait pas ce genre d'analyse-là, d'autant plus que le gouvernement a tout intérêt à le faire, puisqu'il y a des demandes pour des milliers de mégawatts, en fait, d'entreprises qui veulent s'installer au Québec. Fait que, tu sais, ça devrait être le minimum qu'on peut leur demander. Regardez, montrez-nous pourquoi votre projet va être meilleur qu'un autre projet. Et c'est ça qui est un peu étrange comme chercheur, que je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas ça, parce que comme j'expliquais à la fin du PowerPoint, il y en a d'autres projets qui veulent avoir des blocs, puis il y en a d'autres que je connais qui auraient, à mon sens, peut-être un meilleur mérite d'avoir des blocs puis la possibilité d'auto-production. Fait que je trouve ça, c'est pour ça qu'ils ont besoin de montrer plus de données pour assurer la crédibilité, puis s'assurer que c'est la meilleure utilisation des ressources, que ce soit le territoire ou bien nos ressources énergétiques pour arriver à nos fins communes, qui est la décarbonation d'ici 2030 de l'économie québécoise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une question de Louis Saint-Hilaire. Parce qu'il y a d'autres interventions, questions dans le chat que c'est plus des informations partagées. Carole Dupuis qui nous parle d'initiatives en France. Philippe Gauthier qui nous partage l'information sur la non-entente avec Kroger. Donc là, j'essaie d'aller plus vers des questions là, directement en lien avec nos discussions ici. Louis Saint-Hilaire demande pourquoi les municipalités MRC ne pourraient pas entreprendre un processus référendaire pour décider si le projet est accepté par la population. Alors, est-ce que on a... Je peux la prendre. Oui. On a discuté de qui pourrait la prendre. Il nous reste à peu près une minute, mais bon, on peut déborder un peu. Là, le webinaire ne devrait pas se fermer, même si on a des engagements, tous et toutes. Donc, En réalité, j'ai déjà été lire les possibilités référendaires d'une municipalité doivent être accrochées aux pouvoirs municipaux. Donc,
En ce moment, je sais qu'il y a eu un règlement de contrôle intérimaire pour une des deux MRC, là, je ne me rappelle pas laquelle. Donc, peut-être dans un cadre d'un règlement municipal, c'est possible d'y accrocher une consultation populaire de type référendaire, mais il faut vraiment l'analyser là, d'un point de vue juridique. Mais sinon, il y a quand même la possibilité, parce que maintenant, dans les différentes études d'impact qu'on a vues dans le passé, il y en a quand même des promoteurs qui ont fait la mesure d'acceptabilité sociale. Il y a aussi des municipalités qui ont essayé de le faire, donc à travers des référendums ou des sondages. Alors moi, je vous invite à réfléchir si vous voulez fournir cette mesure-là dans le fond, au gouvernement. Mais si vous le faites, le problème de ces mesures-là, c'est que si la population est mal informée en amont, ben, un sondage, oui, non, c'est pas très sérieux. Donc, c'est important d'avoir une démarche d'information en amont pour être capable d'aller chercher un vote qui veut dire quelque chose pour les décideurs. Moi, Merci. j'avais une proposition, Eric. On n'a pas entendu Cynthia encore. Oui. Ben, en fait, ça serait probablement le mot de la fin, compte tenu qu'il était 31. Donc, Cynthia, ben, voilà. Oui, ben en fait, il y avait deux questions là, qui m'interpellaient, entre autres la question sur les subventions, puis est-ce que le Québec se retrouve pas à financer un peu TES Canada dans ça? Je pense que c'est nécessaire qu'on se penche sur. On n'arrête pas de marteler que c'est un projet privé, 4 milliards d'investissements privés, mais il y a plein de formes de subventions qui sont claires ou des subventions déguisées. Là, on sait que TES Canada va participer au programme de la gestion de la pointe. On ne sait pas quelle retombée ça aura pour ce qu'on sait, c'est que le montage financier n'est pas basé sur ces contributions-là, mais ils profiteront par ailleurs de ces subventions déguisées parce que Hydro-Québec, c'est une société d'État, ce sont les Québécois qui en sont propriétaires et si on finit par subventionner cette entreprise-là par la porte d'en arrière, je pense que c'est nécessaire qu'on participe à ce changement de discours-là. Et puis oui, il y avait le commentaire encore une fois sur le fait que tout l'aspect, surtout le volet 2, je pense que Joanne a présenté, c'est extrêmement complexe au niveau technique. Et ça, c'est très difficile pour les citoyens et pour les gens qui ne sont pas un genre de comprendre cet aspect-là du dossier. Et il y a un important travail qui reste à faire à ce niveau-là. D'appropriation citoyenne du dossier. Oui, ben, Absolument. oui, exactement. Puis bon, vous avez eu accès au courriel des différents intervenants. Alors, n'hésitez pas à les contacter. On est là pour ça, pour essayer de tenter d'éclairer le débat public. On le fait depuis quelques semaines, quelques mois, plusieurs d'entre nous, justement, sur ce dossier très important. Et on n'a pas fini, surtout avec la démarche là, d'évaluation environnementale qui commence. Je pense qu'on aura des opportunités aussi là, pour forcer le promoteur peut-être à dévoiler un peu plus la teneur de son projet et à le défendre. Alors sur ce, j'aimerais vous remercier tous et toutes d'avoir participé. Je remercie les panélistes et remercier ben, les deux institutions qui ont porté le projet, donc l'Institut d'énergie Trottier et la chaire sur la transition écologique de l'UQAM. Et sur ce, je vous souhaite une belle après-midi. Et Joanne, Eric, oui? peut-être juste mentionner que les PowerPoint, donc les Oui. présentations vont être disponibles, puis aussi l'enregistrement va être sur le compte YouTube de l'Institut Énergie Trottier. Oui, C'est ça? et Ah, on les va faire prochaines des semaines. liens aussi. Ouais. Peut-être Et sur la chaire transition aussi, on va avoir des liens vers tous ces éléments-là. Alors, voilà, merci. Bon rappel. Puis Merci à sûrement vous. qu'on va se revoir sur ces enjeux-là. On n'a pas fini. OK, Au revoir. merci. Au revoir! Merci. Au revoir. Bonne journée.